Bonsoir. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors ce soir, bonsoir Joël de René. Ce soir, nous sommes en plein dans le progrès, les nouvelles technologies, car Monsieur de René, qui apprécie beaucoup les idées mènent le monde et qui était déjà venu l'année dernière, malgré un empêchement personnel de dernière minute, nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir via Skype. Donc merci, un grand merci Monsieur de René, vraiment de faire l'effort d'être avec nous. Merci de vos applaudissements. Merci Agnès de cette présentation rapide. Je suis désolé de ne pas être parmi vous comme l'année dernière dans ces magnifiques séances et réunions de la vie et de la communication. J'ai un problème familial qui me retient à Paris, malheureusement, mais je suis là, je suis avec vous grâce aux nouvelles technologies, grâce au progrès. Merci. Alors, est-ce que j'ai besoin de présenter Joël de René, docteur S Science, qui a enseigné au Massachusetts Institute of Technology, qui a été directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Vous avez été élu personnalité de l'économie numérique en 2012. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages que l'on peut retrouver sur votre site internet, dont le dernier, Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature, qui est une synthèse qui interroge vraiment l'homme avec un grand H et les codes de la nature. Alors, Monsieur de René, ma première question va être d'où vous vient cette curiosité vers le monde et cette anticipation, parce que vous parliez déjà de cette transformation du monde dans les années 60-70. Alors Agnès, je vous remercie de votre présentation. Je vais répondre évidemment à votre question, mais vous avez oublié de dire que je suis actuellement le conseiller du président d'Univers Sciences, qui rassemble la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, ce qui me donne un lieu extraordinaire de création, d'exposition et de communication avec des jeunes, puisque sur les 3 millions de personnes que nous recevons chaque année, 50% d'entre eux ont moins de 25 ans. Donc c'est une plateforme extraordinaire pour discuter avec les jeunes, pour leur donner envie de l'avenir, pour leur expliquer la science. Et comme scientifique communicateur, c'est un lieu absolument passionnant pour moi. Donc d'où me vient cette curiosité? Cette curiosité incessante. Cette curiosité à comprendre. Le livre s'appelle effectivement « Je cherche à comprendre ». Depuis toujours, depuis même petit, j'étais passionné par les origines. D'où ça vient? J'étais passionné par les roches, par les fourmis, par les fossiles. Je collectionnais des fossiles. Et je me posais toujours la question des origines. D'où ça vient? À chaque fois que j'avais l'occasion de rencontrer un expert, un scientifique, un professeur, je disais, mais ça, d'où ça vient? Comment ça marche? Comment ça se fait? Et les origines et les codes m'ont toujours passionné. Par exemple, je me posais la question de comment les fourmis et les abeilles font pour être aussi bien organisées entre elles. Comment est-ce que les fourmis font pour construire des cimetières où ils mettent les autres fourmis qui sont mortes? Comment les abeilles font pour s'orienter et dire aux autres où est-ce qu'il faut aller chercher du miel? Comment les fourmis font pour aller chercher de la nourriture et la ramener à la fourmilière par le chemin le plus court? Comment est-ce qu'elles ont trouvé le chemin plus court? Comment est-ce qu'elles le sont dit entre elles? Donc tout ça, ce sont des codes chimiques, et c'est pourquoi, comme chimiste, je crois que j'ai eu une vocation de chimiste très tôt, parce que la chimie, ce sont des codes très simples qui programment une nature très complexe, toute la nature que nous avons autour de nous, depuis les matériaux jusqu'aux plantes, jusqu'aux fleurs, jusqu'aux cristaux de glace. Tout ceci, c'est le résultat de la chimie. Et donc, je suis très heureux d'être chimiste, une sorte de sténographie mentale de la nature qui crée de la complexité. Alors justement, vous parlez de code, et code, c'est vraiment le mot-clé de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous mettez derrière la définition du mot code, de quoi il s'agit et en quoi il régisse notre vie? Et puis, on va aller vers le code numérique, bien sûr. Absolument, mais je vais vous donner des exemples très précis, des exemples que, par exemple, j'ai parlé des fourmis, je vais parler du code des fourmis, et puis je vais parler du code génétique qui a fait l'objet de plusieurs de mes livres précédents, et puis on en viendra aussi, bien entendu, au code informatique, puisqu'on parle du codage. Maintenant, on parle du codage dans les écoles. Comment apprendre aux enfants le codage informatique? Alors les fourmis, imaginez qu'il y a une fourmilière à un endroit, il y a de la nourriture à un autre endroit, et que cette nourriture et la fourmilière est séparée par un rocher qui est plus court d'un côté et plus long de l'autre. C'est-à-dire que le chemin des fourmis, il doit faire un détour, le tour du rocher par le côté le plus court, aller chercher la nourriture et la ramener, ou le tour de rocher par le chemin le plus long. Sauf que, voilà le code, c'est que chaque souris dépose par terre un code chimique qu'on appelle une phéromone, c'est-à-dire quelque chose qui sent très fort pour les fourmis.
elles sont en quelque sorte aveugles, elles ne sont pas très intelligentes individuellement, mais elles ont des antennes. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles déposent ces petites codes de phéromones devant elles et derrière elles. Et donc, les fourmis qui viennent ensuite les reconnaissent le chemin, comme le petit poucet qui semait des petits morceaux de pain dans la forêt. Et donc, elles font le tour par le chemin le plus court et par le chemin le plus long. Sauf que, au bout d'un certain temps, la partie la plus courte est plus dense parce qu'il y a plus de fourmis. Et donc, l'odeur de phéromones étant plus forte, ce code chimique les emmène vers le chemin le plus court et progressivement, en y allant, elles le renforcent en mettant leurs petites gouttes de phéromones. Et donc, il y en aura quelques-unes qui continueront à aller dans le chemin le plus long, qui est beaucoup moins dense et donc moins odoriférique. Et donc, les fourmis ont en quelque sorte inventé d'une manière collective et grâce à la mémoire de l'environnement, le chemin le plus court qui favorise le développement des fourmis parce qu'il économise de l'énergie, il permet de développer de l'énergie pour s'occuper des larves, etc. Donc voilà un exemple de code chimique des fourmis. Alors je vous donne un autre exemple de code. C'est comment un code informatique peut se transformer en un code biologique. Là, c'est absolument fascinant pour nous. Dans les laboratoires de recherche, il y a ce qu'on appelle des machines à synthétiser les gènes. Ça paraît incroyable. Ce sont des espèces de robots. On introduit dans ces robots les 4 lettres du code génétique qu'on appelle en abrégé A, T, G, C, adénine, thymine, guanine, cytosine. Ces 4 lettres du code génétique s'organisent dans un ordre différent pour donner des lettres, des phrases qui conduisent à fabriquer des protéines. Alors comment on fait? Eh bien, on introduit grâce à un ordinateur un code binaire, un code numérique, fait de 0 et de 1, qui permet au robot d'organiser les éléments chimiques, les associer les uns aux autres dans l'ordre requis de l'ADN. Et qu'est-ce qu'on voit sortir de cette machine? Qu'est-ce qu'on voit sortir de ce robot? Un ADN. Vous vous rendez compte? Mais un ADN qui est biologiquement actif. Une molécule d'ADN comme celle que nous avons dans notre corps, mais qui a le code spécifique qu'on a introduit grâce à l'ordinateur. Et cet ADN de synthèse, on pourrait l'introduire dans une bactérie et lui faire fabriquer une protéine, par exemple, utile comme médicament. Donc vous vous rendez compte le passage? Un code numérique, un code chimique, un code biologique qui reprogramme la vie. Donc voilà un peu pourquoi je suis tellement passionné. J'espère l'avoir expliqué par les codes à la fois chimiques, les fourmis, et à la fois numériques et informatiques et biologiques, l'ordinateur et les robots. Tout à fait, mais se pose la question alors de cette perfection du code, cette perfection humaine. Vous m'aviez parlé aussi de la main, du corps humain, lorsqu'on avait préparé l'intervention de cette perfection. Est-ce qu'à partir du moment où on va laisser des codes informatiques parler entre eux, est-ce que cette perfection de la nature, est-ce qu'il n'y a pas un danger à cela? Alors, vous parlez de perfection de la nature, parlons d'abord de certains codes de la nature et les risques que l'homme s'empare de ces codes, comme le code génétique, pour transformer la nature. D'abord, la nature est programmée par des codes extraordinairement simples. C'est ce qui m'a émerveillé dans mon livre. J'ai dit que ce livre est le résultat d'un émerveillement. J'ai voulu communiquer à tous mes lecteurs cet émerveillement que j'ai ressenti en regardant la beauté des fleurs, la beauté d'un arc-en-ciel, la beauté d'un cristal de glace, d'un cristal de neige, etc. Alors, par exemple, les fleurs, si vous regardez les marguerites, les pétales, je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Le nombre de pétales de la marguerite. On a un petit peu d'animation humaine dans la salle, mais tout va bien. Ah d'accord. Vous pouvez continuer, Monsieur de René. Nous sommes tout oui, nous vous écoutons. Bon, alors j'ai continué à expliquer le code des marguerites. La marguerite a des pétales qui correspondent à ce qu'on appelle la série de Fibonacci. Alors j'explique. Fibonacci, c'est un mathématicien du XIIe siècle, avant Léonard de Vinci, qui a inventé la série de Fibonacci connue dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous prenez un nombre, 0, 1, vous rajoutez le nombre d'avant, 1, ça fait 2, 2 et 1, 3, 3 et 2, 5, 5 et 3, 8, 13, 21, on continue comme ça. 13, 21, 34, 55, 89. Donc, ces nombres correspondent à la série de Fibonacci. Eh bien, le plus étonnant, si vous prenez par exemple une marguerite, eh bien, elle a un nombre de pétales correspondant exactement au code de Fibonacci. Elle en a 21, 34, 55 ou 89. De même que d'autres plantes, le tournesol, le chou-fleur, l'ananas, ces différentes plantes ont des spirales de Fibonacci et un nombre de graines qui correspond au code de Fibonacci. Alors ça, c'est extraordinaire. Pourquoi la nature suit la série de Fibonacci? Alors on a un peu compris pourquoi. C'est parce que notamment les feuilles, en se mettant dans un certain ordre et dans un certain angle,
permettent de recevoir de l'énergie solaire et de ne pas faire de l'ombre aux autres feuilles qui sont en dessous. Donc on a des explications, mais c'est quand même absolument fascinant de voir comment ces codes naturels et simples programment la nature. Absolument. D'où ma question de dire, est-ce qu'il n'y a pas danger à vouloir intervenir dans ces codes et à vouloir aussi faire intervenir des codes informatiques entre eux? On peut peut-être parler ou commencer à parler de transhumanisme, si vous voulez peut-être définir pour vous ce qu'est le transhumanisme et ce que vous exposez dans votre livre qui est différent du transhumanisme. Bah, bien sûr, on va y arriver, mais ce que je voudrais dire dans la suite de la question que vous m'avez posée, c'est que mon émerveillement dans ce livre, qui est tout le début de la première partie, se transforme en une inquiétude que les hommes se saisissent de ces codes et les manipulent dans leur propre intérêt pour modifier l'évolution biologique ou modifier l'évolution de l'humanité par les codes informatiques. J'ai décrit dans des livres précédents comment la manipulation du code génétique, parce qu'on appelle le génie génétique, et dans un autre livre, parce qu'on appelle la biologie de synthèse, c'est-à-dire de fabriquer des organismes vivants à partir de leurs éléments constituants, peut représenter un avantage énorme pour l'industrie pharmaceutique ou pour l'industrie agroalimentaire, mais en même temps être un danger pour l'homme, de créer des dérives, des déviations qui peuvent conduire à modifier l'espèce humaine. Alors on est au cœur de ça avec les progrès de la biologie et les progrès du numérique face à ce que vous appelez le transhumanisme. Pourquoi ? Parce que les codes biologiques et les codes informatiques vont permettre progressivement de modifier, si on le souhaite, l'espèce humaine, c'est-à-dire nous rendre moins pratiquement immortels, c'est ce que propose le transhumanisme, nous rendre plus intelligents avec des puces implantées dans notre cerveau. Et donc, le risque, c'est la dérive. Ce que je critique dans le alors j'explique en 2 mots ce que c'est que le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un mouvement international qui pense que la science et la technologie pourraient aider l'homme à ne plus mourir, ou pourraient aider l'homme à transformer sa vie lui-même. Donc, c'est une pensée absolument fascinante. Moi, je trouve intéressant le transhumanisme pour aider les scientifiques à réfléchir à comment être en meilleure santé et ralentir le vieillissement, mais je suis opposé à l'idéologie transhumaniste qui consiste à dire on va transformer tous les hommes et les femmes en personnes immortelles. Quel est l'intérêt pour la société? Quel est l'intérêt de fabriquer des élites qui sont capables de se reprogrammer eux-mêmes pour ne plus mourir? Alors, c'est pourquoi je dis que l'idéologie transhumaniste, je la considère comme élitiste, égoïste et narcissique. Elle se concentre sur l'individu, alors que beaucoup d'entre nous, et moi dans mes livres, comme L'homme symbiotique, je veux me concentrer sur la collectivité organisée et connectée entre elles. C'est tout à fait différent. Et est-ce que vous pensez qu'on n'a pas l'humilité des fourmis, justement? Vous dites qu'elles ne sont pas très intelligentes individuellement, mais elles sont très intelligentes collectivement. Est-ce que nous, on est intelligents individuellement? Est-ce qu'on va avoir cette intelligence collective? Je crois que c'est ce que vous développez un petit peu. On est déjà en train de créer cette forme d'intelligence collective avec Internet à l'échelle internationale, avec les réseaux sociaux, avec la communication de personne à personne, ayant chacun dans nos poches, ou beaucoup d'entre nous dans nos poches, un outil qu'on appelle un smartphone, un outil comme ça, qui est une sorte d'ordinateur très puissant et qui nous transforme en hommes et femmes augmentés. On est déjà différents. On est né avec 5 sens et on en a aujourd'hui 7 ou 8 ou 9 de plus. Le sens de l'orientation avec le GPS, le sens de l'ubiquité avec les webcams qui nous permettent de voir le monde là où on n'est pas, le sens de l'ubiquité avec la possibilité de nous connecter à nos enfants et savoir où ils sont sur une carte, s'ils le souhaitent évidemment. Donc on est déjà augmenté. La question que je me pose et que je pose dans mon livre, c'est est-ce qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on doit l'utiliser pour nous augmenter? C'est pour ça que je critique des visions de 3 personnalités très célèbres. Je vais les citer, évidemment, parce que je les critique dans mon livre. C'est Bill Gates, le célèbre homme d'affaires qui a inventé Microsoft. C'est Elon Musk, un très célèbre industriel américain qui a inventé la voiture Tesla et qui a créé l'entreprise SpaceX. Et puis surtout, le très grand astrophysicien Stephen Hawking. Les 3 ont dit, en décembre 2015, l'intelligence artificielle est la pire des choses parce que elle va transformer les hommes et l'humanité en esclaves. Elle va nous dominer. Et je dis, ils font une erreur fondamentale. On peut au contraire utiliser l'intelligence artificielle pour nous développer. Comment? Eux disent, l'intelligence artificielle se développe de manière exponentielle. Ça, c'est vrai. Mais ils disent que le cerveau humain, les neurones et les synapses ne se développent que de manière linéaire, comme Malthus.
Comme Malthus avait dit que sur la Terre, la démographie va être exponentielle. Par contre, la production de nourriture étant linéaire, on n'arrivera jamais à nourrir l'humanité, on va mourir. Eh bien, je dis qu'il se trompe complètement, j'explique d'ailleurs pourquoi, c'est que l'évolution de notre intelligence, connectée en symbiose avec l'intelligence artificielle, connectée en symbiose avec des robots intelligents, et en plus de ça, avec l'écosystème planétaire numérique qu'on a créé, qu'on appelle encore Internet, permettra d'aller vers ce que j'appelle l'intelligence augmentée collective, c'est-à-dire être encore plus humain et faire valoir les qualités humaines que nous avons, qui aujourd'hui sont réprimées ou opprimées par la concurrence, la compétition, l'égoïsme, l'individualisme, et qui pourront, grâce à cette intelligence augmentée, ouvrir des cases dans notre cerveau, développer une nouvelle humanité que j'appelle l'hyperhumanisme contre le transhumanisme. Et donc, vous décrivez cet espoir, cet élan d'optimisme. Les mots-clés de votre livre sont cet émerveillement que vous avez sur le code, l'espoir, mais vous avez aussi quelques inquiétudes, en fait. Qu'est-ce qu'elles sont? De quel ordre sont-elles? Qu'est-ce qui pourrait empêcher, en fait, cet homme augmenté? J'ai beaucoup d'inquiétudes, bien entendu. J'ai l'inquiétude de la dérive, c'est-à-dire de l'utilisation par l'homme des codes informatiques et des codes biologiques pour transformer l'humain, prendre la main de l'évolution biologique, prendre la main de l'évolution de nos sociétés. Regardez, nos sociétés sont déjà programmées par des codes produits par les hommes eux-mêmes, par des politiques. Le code du travail, dont on parle tellement, le code social, le code civil, le code des impôts, le code de la route, même le digicode que vous utilisez pour rentrer chez vous, ce sont des codes. Et ces codes sont faits pour programmer la société et rendre l'homme capable d'exécuter un certain nombre d'actions dans une société très complexe. Mais en utilisant les codes informatiques, les codes sources, comme on l'appelle dans l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs en open source, c'est le terme consacré, c'est-à-dire que les gens peuvent se les partager sur Internet, eh bien, il risque d'y avoir des dérives qui conduisent à une déshumanisation plutôt qu'à une hyperhumanisation de l'homme, qui conduisent à une sorte de flicage permanent, de Big Brother, qui conduit à espionner les gens et les autres. Je vous donne un dernier exemple. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde numérique le big data. En français, in English, big data. Le big data, c'est toute l'information qu'on collecte sur les gens. Chaque fois que vous allez sur un site web, par exemple sur Amazon, ou sur Google, ou sur Facebook, vous laissez des traces. Et ces traces leur servent, puisque leur métier, c'est pas tellement de vous envoyer que de l'information, c'est aussi d'utiliser la vôtre pour créer de la valeur ajoutée qui revendent à d'autres entreprises très chères. Donc ça crée une énorme base de données mondiale qui contient vos informations personnelles et vos informations privées. Alors ça, pour moi, c'est une inquiétude et c'est un risque. Je vous donne un dernier exemple là-dessus, c'est stocker les gènes de l'humanité. Google veut stocker les informations génétiques de milliards d'êtres humains. Pourquoi? Ils veulent le faire parce qu'ils se lancent justement dans la biologie. Beaucoup d'entre eux sont hyper-humanistes. C'est pas une critique, mais c'est un constat. Et donc, en se lançant dans la biologie, ils veulent utiliser les gènes de l'humanité pour faire ce qu'on appelle de la médecine prédictive. Qu'est-ce que c'est que la médecine prédictive? C'est de comparer des gènes de maladies différentes qui conduisent à des maladies différentes, donc à des protéines ou à des enzymes différents, et de voir ce qu'ils ont de commun pour essayer de fabriquer des substances de synthèse qui correspondent à la possibilité d'inhiber ou de bloquer ces enzymes ou de bloquer ces protéines. Donc, c'est en même temps une très très bonne ouverture que la médecine prédictive et en même temps une très grande inquiétude de stocker ce qu'il y a de plus privé en nous. Ce n'est pas seulement nos emails, ce n'est pas seulement ce qu'on a sur notre ordinateur, sur notre disque dur, c'est ce qu'on a sur notre disque dur, si j'ose dire, à nous, c'est-à-dire nos gènes, notre information personnelle qui peut décrire à l'avance le type de maladie dont nous pourrions souffrir si on a un risque de Parkinson ou un risque d'Alzheimer. Donc voilà ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la manipulation par l'homme des codes génétiques pour aller vers le clonage, ou la biologie de synthèse, et c'est la manipulation par les informaticiens des codes sources de l'intelligence artificielle qui pourraient se retourner contre nous. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire justement pour aller vers la collaboration et vers cet élan d'espoir que vous donnez à travers votre livre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en tant qu'être humain avec ces nouvelles, cette transformation numérique et ces nouvelles big data et intelligence artificielle? Alors, je propose des solutions alternatives, mais cette solution alternative se fonde sur un certain nombre d'approches. D'abord, c'est comprendre le monde complexe dans lequel nous sommes.
Parce que je l'ai parlé, vous l'avez entendu dans mes mots, je parle de biologie, je parle d'informatique, je parle d'écologie, d'environnement. On parle beaucoup de la ville numérique, la ville intelligente. Tout ceci, évidemment, fait partie de mes soucis, fait partie de ma volonté de vulgarisateur et de professeur d'expliquer. Donc d'abord comprendre. Ensuite, c'est expérimenter. C'est utiliser ces éléments pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment utiliser ces outils numériques pour aller plus loin soi-même, pour s'augmenter grâce à ces outils, comme je l'ai décrit, qu'on a dans nos poches, qui sont des ordinateurs extrêmement puissants. Et puis, la solution alternative que je donne à l'inquiétude de Bill Gates, de Elon Musk ou de Stephen Hawking, c'est justement, utilisons l'intelligence artificielle en symbiose étroite avec elle. Utilisons les robots intelligents en symbiose avec eux. Si on est médecin, des robots chirurgiens. Si on est notaire, une intelligence artificielle pour nous aider dans la complexité de nos relations avec nos clients. Donc, utilisons-les en symbiose avec nous pour augmenter notre intelligence dans le cadre de cet écosystème numérique qu'on a créé, qu'on appelle encore Internet. Écosystème numérique plus intelligence artificielle, plus robotique, sont les moyens pour nous d'aller vers ce que j'appelle donc l'intelligence augmentée et surtout l'intelligence augmentée collective, pour ensemble construire notre futur plutôt que le subir. C'est un beau message d'espoir que vous nous livrez à tous. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux nouvelles générations à propos de cette transformation? Et si vous projetiez un petit peu, quel message vous voudriez leur laisser? Alors j'essaye de leur dire au travers de tous mes livres, mais je leur dis aussi avec d'autres personnes dans le cadre de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons la chance de recevoir 3 millions de visiteurs par an, dont 50% ont moins de 25 ans. Donc ces jeunes sont passionnés par le type de présentation qu'on fait à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte, parce qu'on met en scène la science, on fait des animations, on explique ce qui se passe, on explique le futur. Or, malheureusement, dans le monde médiatique dans lequel nous vivons, c'est surtout une vision pessimiste, sceptique et inquiétante du futur qu'on nous propose. Ce n'est pas du tout une critique que je fais des médias et des journalistes, c'est la réalité des choses. On nous parle de tsunami, on nous parle de tremblements de terre, on nous parle d'attentats terroristes, malheureusement c'est le cas, on nous parle de conspiration politique, on nous parle de corruption. Donc on a tendance à voir le monde d'une manière dramatique. Et ce qu'on essaye de dire, nous, les scientifiques, les profs, les personnes qui participent à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte, c'est n'ayez pas peur du futur. Essayez de le comprendre, pour l'aimer, pour avoir envie d'y aller, pour ne pas être subi, programmé par le futur, mais que vous, au contraire, vous construisiez ensemble. C'est la volonté de beaucoup de cette nouvelle génération, de construire ensemble leur futur plutôt que de subir un futur qu'on leur impose. Et donc, c'est ça que j'essaie de leur donner. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de l'espoir, fondé sur 3 mots, être constructif, réaliste et pragmatique. Ce n'est pas être seulement optimiste, parce que l'optimisme, on l'oppose toujours au pessimisme, et ça fait un peu bisounours. Un peu naïf, oui, il peut être naïf parfois. Réaliste, pragmatique et constructif. Merci pour ces 3 mots-clés. Alors, nous avions prévu des petites questions de la part du public, mais c'est un petit peu difficile avec Skype, à moins que vous l'acceptiez. Je veux bien me faire la porte-parole du public, si quelqu'un veut venir si les questions sont courtes, avec plaisir. Si les questions sont courtes et que je les entends bien, je vais y répondre avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions dont je peux me faire la porte-parole? Oui, mademoiselle, je vais me déplacer, mais je ne pars pas, je suis toujours avec vous. Bonsoir, ma question c'était, vous avez dit tout à l'heure qu'on était victime de la big data. Est-ce que vous avez une idée comment on peut lutter contre la big data? Ah oui, bien sûr, on peut. Alors, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen de lutter contre les risques d'utilisation du big data, chacun pense, il est gouvernemental à l'échelle de l'Europe. Beaucoup se sont opposés en demandant, par exemple, à Google de pouvoir effacer des données qui sont contre une entreprise ou contre vous, ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Évidemment, Google a protesté, mais il y a eu des pressions pour faire en sorte qu'ils finalement ils acceptent. Mais c'est très difficile de lutter contre ces monopoles du numérique pour une raison simple, c'est qu'eux sont décentralisés, leur pouvoir est latéral, ils sont dans le monde entier,
Ils sont dans tous les pays, alors que nous sommes des États-nations, vous voyez mon geste, pyramidaux, avec les décisions en haut, l'exécutif en haut et l'exécution en bas. Or, eux, ce sont des entreprises-États. Nous sommes des États-nations, eux, ce sont des entreprises-États. Ils ont un pouvoir numérique extraordinaire, ils ont un financement et un cash qui leur permettrait d'acheter l'industrie automobile française s'ils le voulaient. Ils ont une capitalisation boursière énorme et donc ils sont très difficiles à faire changer. Alors ma réponse, madame, à votre question, c'est que plutôt que les gouvernements qui essayent de s'attaquer à ces monopoles numériques, ce sont nous qui détenons la clé de les faire un rapport de force avec eux et un rapport de flux. C'est ce que j'appelle la co-régulation citoyenne participative. Ce n'est pas un grand mot, c'est la réalité, je le répète. La co-régulation citoyenne participative. C'est le fait que grâce aux réseaux sociaux, nous ne le savons pas encore vraiment, mais nous représentons un pouvoir formidable. On peut boycotter des entreprises, on peut faire un cyber-boycott, ne plus aller les consulter sur Internet. À condition de se coordonner ensemble, de se mettre ensemble, on sera plus puissant que les États pour lutter contre le big data mal utilisé. Alors nous allons tous enlever Google de nos ordinateurs dès ce soir et passer sous Quant. Je vous le suggère tous de passer sous Quant, qui est donc le moteur de recherche français qui fonctionne très très bien, qui a un algorithme extrêmement puissant et qui vaut largement Google. Est-ce qu'il y a une autre question dont je peux me faire le porte-parole dans la salle ? Pendant qu'ils réfléchissent à leur question, je reviens une dernière fois sur votre question concernant les jeunes. J'ai dit qu'il fallait leur donner espoir du futur et j'ai critiqué un peu les médias. En fait, le problème des médias, je l'ai écrit dans plusieurs articles, c'est que notre cerveau est plus programmé pour la survie que pour le bonheur. Et donc, on retient beaucoup plus les mauvaises nouvelles que les bonnes. Parce que ça fabrique de l'adrénaline, du cortisol, et ça amplifie la mémoire. Donc, quand on fait des sondages d'opinion, on se rappelle de catastrophes. Parce que le cas où ça nous arrive, comme on l'a vu à la télé, on peut éventuellement trouver une solution pour l'éviter. Et donc, on nous rebat les oreilles avec des catastrophes, avec des drames, et on les retient beaucoup plus. Alors, les 4 mots que je veux utiliser pour les jeunes et pour tous ceux qui sont dans la salle et qui m'écoutent, c'est les mots que j'ai un petit peu employés il y a un instant, c'est comprendre, vouloir, aimer et construire. Comprendre la complexité du monde dans lequel on est, avec des lieux comme la Cité des Sciences, des sites web, Google, nos livres. Vouloir le futur, parce que si on ne le veut pas, ben on le subit. Il nous tombe sur la tête. Troisièmement, aimer. Aimer ce futur. Il y a des choses absolument passionnantes à découvrir. Il y a des continents de la connaissance que vous n'imaginez pas. Comme jadis, on a découvert l'Antarctique, on a découvert des continents dans le monde entier avec des explorateurs, ou le fond de la mer avec le froid avec Paul-Émile Victor, ou le fond de la mer avec Cousteau. Donc, il y a des territoires de connaissances fabuleux. Donc, en aimant l'avenir, on va vers eux. Et enfin, vouloir construire l'avenir ensemble. La plus belle des choses qu'on puisse faire, c'est la création collective. Construire notre futur, comme j'ai dit, plutôt de le subir. Alors, encore des questions, je suis très heureux de pouvoir y répondre. Et c'est exactement ce qu'on fait aux Idées mènent le monde, c'est construire ensemble et partager et échanger. Exactement. Donc si quelqu'un a une question, avec plaisir. Et je pense que vous allez avoir un micro même. Il y a une dame qui a levé la main au premier rang, une dame en blanc. Mais c'est merveilleux, vous voyez tout, vous êtes avec nous. Je les vois. Vous êtes un homme augmenté. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des... Bonjour, monsieur. Je ne vous vois pas par contre parce que la webcam ne peut pas tourner, mais pas je vous entends. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des OGM? Alors, les OGM, j'ai beaucoup critiqué au début, très sincèrement, il y a même longtemps, il y a 10-15 ans, quand on commençait à en parler. Mon ami Axel Kahn, je le prononce son nom parce que c'était un débat que nous avions entre nous qui est devenu public, parce que il était favorable aux OGM pour des raisons que je ne peux pas décrire ici en détail. Je l'ai décrit dans des articles et vous retrouverez tout ça sur Google. Sur le site de Monsieur de René. Je considérais que les OGM introduisaient dans les cellules des plantes des gènes qui pourraient être près des oncogènes. Les oncogènes sont des gènes qui peuvent conduire à des cancers. Et que comme on ne savait pas où on mettait ces gènes de résistance à des pesticides, par exemple, pour lutter contre la spirale du maïs. On ne savait pas où ils allaient. Et comme on ne savait pas où ils allaient, j'étais très critique. Alors, Axel Kahn, qui m'entend peut-être, j'en sais rien, il va peut-être protester, mais lui, il était d'accord parce qu'il avait des contacts et des intérêts
lié à des personnes qui réfléchissaient à la recherche sur les OGM sur un plan commercial. Mais je ne le critique pas, je le reconnais. Alors maintenant, j'ai changé d'avis, moi. J'ai changé d'avis et je pense que lui aussi évolue vers cette direction. C'est que les OGM modernes consistent à savoir où on met les gènes, comment on change les plantes. Et le code que l'on introduit, on est encore dans les codes, est suffisamment sûr pour savoir qu'on n'est pas près d'oncogènes ou près de produits qui peuvent conduire à des protéines allergisantes, comme on l'a beaucoup dit, en raison des OGM. Donc je continue à penser maintenant qu'il y a un risque, mais que ce risque peut être bénéfique si on le compare aux avantages, notamment pour les pays en développement. Par exemple, des plantes OGM qui poussent dans l'eau salée, ils poussent dans l'eau saumâtre, dans des endroits inexploitables pour la culture d'aliments humains, pourraient devenir exploitables en produisant des aliments dont on a absolument besoin. Donc je crois qu'il faut réfléchir, comme dans les médicaments, aux risques bénéfiques, bénéfice-risque, faire le parallèle entre ce qui est bénéfique et ce qui est risqué, et ne pas critiquer systématiquement les OGM comme on l'a trop fait dans certains milieux. Merci beaucoup pour la réponse. Et je crois qu'il y a une réponse de monsieur. Non, c'est juste une deuxième question. Et est-ce qu'au niveau européen, vu qu'on est en surproduction alimentaire, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque? Qu'est-ce que vous avez dit la dernière fois? Est-ce que vous avez entendu, monsieur? Donc, est-ce qu'au niveau européen, comme nous sommes en surproduction alimentaire, est-ce que cela vaut la peine de prendre ce risque? Alors moi, je ne vais pas rentrer dans des questions géopolitiques, si vous permettez. Je suis plus prospectiviste, je suis un technologue humaniste. Je veux vous parler de ma vision technologique du futur et en quoi c'est intéressant ou pas pour l'humanité. La question que vous posez, elle est très intéressante, mais elle est trop géopolitique pour que j'y réponde dans le cadre de cet environnement, ici, à Pau. Merci. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Non, pas d'autres questions. Si. Là, on a une autre question d'un monsieur que vous voyez peut-être au 3e rang. Oui, bonsoir. Bonsoir. Juste une question, vous parlez d'engagement collectif, d'action. Si on se réunit tous, on est capable de changer le monde et de changer les évolutions. Mais bon, force est de constater que actuellement, on est dans un environnement économique et social qui nous pousse à l'individualisme, à la recherche du profit, à l'égoïsme. On parlait tout à l'heure des GAFA. Les GAFA obtiennent un pouvoir sur nos destinées. J'ai pas vraiment l'impression que leur but premier est la progression de l'humanisme et de l'action collective. Leur but premier, quand même, c'est effectivement immédiat, faire du profit, organiser un bénéfice. Quand on regarde la situation économique actuelle des GAFA, qui sont actuellement Alors, je vais juste peut-être dire les GAFA, ce que c'est pour tout le monde, c'est Google, compris. Apple, Facebook et Amazon. Voilà, qui ont actuellement les plus grandes capitalisations boursières. Je ne vais pas parler de la situation économique et de la situation politique, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Par contre, on ne doit pas avoir les mêmes informations, on ne regarde pas les mêmes choses, vous et moi. Moi, je surfe sur une énorme vague, qui est la vague de la génération montante. La génération de ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000, qu'on appelle les millennials. On les appelait jadis la génération Y. Alors, je les vois constamment, dans le monde entier, quand je voyage, je suis en contact avec eux et je vois cette vague incroyable qui monte. Alors, je vais être peut-être en contradiction avec vous, mais je l'assume. Je vois monter une société du partage, une société de la collaboration, une société de l'économie collaborative, une société de la solidarité et d'une certaine forme de générosité que l'on voit dans tout ce qu'ils mettent en commun entre eux. Tout ce qui est, par exemple, le copartage de voitures, la possibilité de partager des productions agricoles, la possibilité de se conformer à l'usage de produits usagés que l'on échange entre soi grâce à Internet. Toute cette société du partage, de l'économie collaborative, est en train de monter en régime. Beaucoup de politiques et beaucoup de gens ne le voient pas. Et probablement, je suis désolé de le penser par votre question, c'est que vous ne le voyez pas, sans doute par le métier que vous avez ou par le site d'observation que vous faites. Je ne sais pas si vous lisez l'anglais, parce que le moyen de comprendre tout ça, c'est aussi à l'échelle internationale, de comprendre ce qui se passe en Chine, en Inde, en Russie, en Amérique du Sud, parce que le seul moyen de comprendre ce qui se passe, c'est pas de lire le chinois, le japonais, le russe ou le brésilien, c'est de lire l'anglais. Donc si on lit
attentivement ce qui se passe dans le monde, grâce à toutes les revues, les sites web qui en parlent, vous verriez que contrairement à cette vision pessimiste et sceptique de l'égoïsme qui existe toujours dans une société économique qui crée des coupures entre les gens, et c'est le cas encore, dans une situation économique qui n'a pas trouvé les ressources et le partage des ressources, eh bien, il y a dans la génération qui monte, et vous le verrez partout dans des startups qui se lancent dans le monde, et même à Paris, tout autour du numérique, que la société de la collaboration, la société de l'économie collaborative et du partage est en train de se mettre en place au-delà de l'égoïsme et au-delà de la compétition et de la concurrence. Elle existe. Alors je crois que monsieur veut vous répondre. Oui, juste un élément de précision. J'entends bien ce que vous dites, je partage votre opinion. Oui, il y a un mouvement vers l'économie du partage, mais ce qui se précise actuellement, c'est qu'il y a deux types d'économie collaborative. Vous avez l'économie collaborative fondée sur ce que vous avez dit, l'engagement générationnel, les nouveaux idéaux qui apparaissent dans le partage et la collaboration, d'accord, mais vous avez aussi une économie collaborative du type Uber. Et quand vous avez une économie de plateforme, vous n'êtes pas du tout dans un modèle d'économie collaborative comme vous le présentez. Voilà. Et donc, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a deux directions possibles. Comment aller dans votre direction? Non, mais j'ai bien entendu ce que vous voulez dire et je partage votre position. Je la partage parce qu'effectivement, l'économie collaborative est en train de monter, mais par les monopoles du numérique, les plateformes dont vous parlez, il y a une volonté de récupération de cette économie collaborative et cette économie de partage pour réutiliser la valeur ajoutée que nous créons communément et dans nos réseaux, y compris les réseaux sociaux, pour la revendre à d'autres et nous reconduire dans un système capitaliste traditionnel, avec en plus le monopole numérique qui, comme je le disais tout à l'heure, est parfois plus fort que les États eux-mêmes. Je les appelle des entreprises-États. Donc oui, il faut être vigilant. Oui, il y a un risque. Je redis ce que j'ai dit, la société collaborative, la société de partage est en train de monter en régime dans le monde entier, mais il y a le risque de se faire récupérer par les autres très malins qui nous guettent au tournant. Merci, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, il y a une question ici. Alors Agnès, vous voyez le public tout autour de vous, alors je comprends. Tout à fait, j'ai le public tout autour de moi. C'est extraordinaire. Et moi, tout le monde vous voit, je pense, très bien grâce aux écrans. Donc on est vraiment dans ce progrès et ce rapprochement malgré la distance. Alors je crois que monsieur a son micro et est prêt pour nous poser sa question. Bonsoir monsieur, merci pour votre conférence. Une des clés du système que vous décrivez et qui est en train de monter, c'est l'accès de tous et la participation de tous à cet écosystème numérique. Est-ce que vous pensez que les grosses entreprises peuvent être un inconvénient, mais aussi garantissent l'accès de tout le monde à Internet parce qu'elles ont besoin de clients et elles vont faire le contre-pouvoir des États qui cherchent parfois à couper l'accès à Internet, où on voit qu'il y a des révolutions qui commencent et ainsi de suite. Alors vous avez raison, il y a des grandes entreprises qui ont complètement compris la révolution digitale ou la révolution numérique, appelez-la comme vous voulez. Parmi le CAC 40 en France, puisqu'on est en France, il y a 15 ou 16 entreprises que je connais qui ont fait complètement cette révolution. Le directeur de l'informatique, je sais, il y en a peut-être dans la salle, ce n'est pas une critique, est en train de se transformer en directeur de l'intégration numérique, qu'on appelle en anglais le CDO, le Chief Digital Officer, qui considère la digitalisation, la numérisation de l'entreprise du haut vers le bas, avec les gens entre eux dans leur nouvelle façon de travailler, avec les clients, etc. Alors, ça c'est vrai, c'est en mouvement. J'ai dit 16 ou 18 entreprises françaises dans le CAC 40, donc ça évolue très vite. En revanche, il y en a encore, et pas mal de PME, qui sont restées à la direction informatique traditionnelle, et cette direction informatique traditionnelle est tellement inquiète des risques de hacking, des risques de vol d'informations chez eux, dans leur réseau, qu'ils créent des interdictions et des protections parfois exagérées. Je sais, par exemple, des entreprises, je ne vais pas vous citer les noms, mais j'en connais qui interdisent aux gens sur les intranets de s'envoyer des messages qui contiennent un lien cliquable, si vous comprenez ce que je veux dire, sur le plan informatique. On s'envoie sur les intranets en disant « Tiens, j'ai vu un truc fabuleux sur Internet, voilà le lien, vas-y ». Eh bien, ils interdisent. Parce qu'en disant, si on envoie les gens sur Internet, ça peut vouloir dire que des hackers vont venir d'Internet chez nous. Eh bien, ils ont tort, profondément tort, parce que l'ouverture de l'échange des gens et d'informations entre eux, même si, comme je le disais tout à l'heure, pour une autre réponse à une question, il y a des risques, il y a aussi des avantages énormes de permettre aux gens de s'ouvrir au monde extérieur et de communiquer entre eux. Donc, en réponse à votre question,
il y a des moyens de changer la vision, la culture numérique de l'entreprise. Ça dépend du patron, ça dépend des gens entre eux. La culture numérique doit être répandue dans les entreprises le plus largement possible, à telle enseigne que je réponds souvent à une question qu'on me pose quand je donne des grandes conférences à des grandes entreprises. Mais Monsieur de René, on a compris ce qu'il faut faire, on a compris l'importance du digital. Mais moi, j'ai des gens de 55 ans, j'ai des gens de 60 ans, presque à la retraite. Comment je vais arriver à leur faire comprendre la culture du numérique? Et ma réponse est toujours la même. Engager des stagiaires de 20 à 25 ans et en quelques jours, en quelques semaines, en moins de quelques mois, ils vont transformer de l'intérieur la culture d'entreprise chez vous. Donc c'est une autre culture, une culture transgénérationnelle qui va faire en sorte que les directeurs de l'informatique classique et parfois âgés, qui interdisent tout, vont pouvoir comprendre que l'ouverture est la clé du succès, du développement et de la compétition. Ce qu'on appelle le reverse mentoring en anglais, ce que les Anglais ont compris, les anglo-saxons ont compris un petit peu avant nous. Mais je crois que la question de monsieur était aussi plutôt pouvoir public face au pouvoir privé, aux entreprises privées, et que ces entreprises privées qu'on décrit un petit peu, les GAFA dont on a parlé tout à l'heure, parfois pouvaient aussi être bénéfiques pour des populations qui pouvaient être opprimées ou dont le gouvernement fermait l'accès à certains réseaux, si j'ai bien compris la question de monsieur. D'abord, je voudrais répondre sur le fait que les entreprises publiques en France et en Europe sont complètement branchées maintenant sur cette révolution digitale et cette révolution numérique. Je ne vais pas donner l'exemple de grandes villes, mais j'ai assisté au moment de la COP21 à la venue de 1000 maires de grandes villes à l'hôtel de ville sous l'égide d'Anne Hidalgo et de Bloomberg, l'ancien maire de New York, et j'étais étonné, stupéfait de ce qu'ils ont dit sur le plan du mix énergétique associé au numérique. Donc, les grands organismes publics, et j'en connais plein, sont très, très, très branchés sur cette révolution digitale, bien entendu. Alors, maintenant, la question aussi que vous posez, c'est comment des États peuvent faire et comment les empêcher de le faire, interdire l'Internet à des gens. Je ne vais pas citer des pays, mais on a des exemples récents d'entreprises, d'États qui se dirigent vers une forme de totalitarisme. Bon, citons la Turquie, par exemple. Après tout, voilà, je vais me faire des ennemis, mais je les cite quand même. Qui interdisent d'utiliser Internet pour certaines applications et qui même emprisonnent des journalistes qui utilisent Internet pour faire leurs articles. Donc là, c'est très difficile de lutter contre cette volonté totalitaire d'interdiction parce que c'est facile de bloquer les hubs et de fermer les connexions. Et beaucoup de pays le font aujourd'hui. En revanche, c'est encore une fois la co-régulation citoyenne participative, qu'on peut appeler aussi d'un autre ton la démocratie participative, le fait que les gens, en protestant, s'il y a encore des moyens d'expression, s'il y a encore des journaux, s'il y a encore des sites web, peuvent démontrer qu'on interdit la communication à certains endroits. C'est ce qu'ont fait des gens en Turquie, puis je venais de citer la Turquie. Ils ont démontré, avant la dernière purge des 2 derniers mois, qu'on allait trop loin dans l'interdiction de certains sites web, et ils ont pu les récupérer. Alors en Chine et en Russie, c'est différent, malheureusement. Mais c'est un risque qui existe, et c'est encore une fois la co-régulation citoyenne participative qui peut aider à faire un poids et une pression pour empêcher ces interdictions cette communication est absolument nécessaire à la cohésion sociale. Il nous reste 1 minute pour conclure. Est-ce que on reprend les messages d'espoir pour nos futures générations, nos fameux millennials qui sont nés avec le monde numérique, qui est de comprendre, vouloir, aimer, construire. Et construire. Et garder l'espoir, surtout garder l'espoir, avoir une vision positive, réaliste et constructive du monde, parce que c'est dans la construction, ensemble, qu'on se réalise soi-même. Construire collectivement, construire en réseau, je l'ai vécu beaucoup dans les laboratoires de recherche que j'ai animés, construire ensemble, arriver à une solution à un problème complexe, arriver à aider la nature, à aider la ville dans laquelle on aide l'humanité, on s'aide soi-même, on aide sa famille et on aide ceux avec qui on collabore. C'est une des plus belles choses qu'on puisse faire de sa vie. Et aujourd'hui, ces nouvelles technologies, au lieu de nous opprimer, nous le permettent. Un immense merci, Monsieur de René, de nous avoir permis... Merci de vos questions.